copieusement armé par ses tuteurs de l'Union européenne et de l'OTAN, et avec la complaisance de l'Organisation des Nations Unies, continue son avancée sanglante dans le sol congolais, afin de s'y assurer la mainmise sur les matières premières qu'il pille depuis plusieurs décennies, afin de fournir ses clients étrangers à l'Afrique. En ce mois de janvier 2025, il y a une vérité qui s'universalise et qui n'est désormais contestée par personne. C'est que le M23, pour ceux qui en doutaient encore, il est reconnu et par l'ONU et par toutes les grandes puissances, même occidentales, comme étant ni plus ni moins que le bras et la continuité de l'armée rwandaise. Les informations que nous avons à notre disposition confirment qu'au moins 4 000 à 5 000 soldats rwandais en uniforme rwandais sont actuellement dans le sol congolais, venus renforcer la milice détachée par l'armée rwandaise pour envahir le Congo. En réalité, l'armée rwandaise est en train de mener une guerre de conquête, une guerre coloniale africaine pour s'emparer du Kivu, parce qu'elle a obtenu le blanc-seing de ses grands partenaires de l'Union européenne et qu'elle obtient en réalité la bienveillance des grandes puissances industrielles occidentales notamment, par rapport à la mainmise sur les matières premières congolaises qui sont revendues à très vil prix à ses partenaires occidentaux assoiffés par le coltan, le lithium, l'or, le manganèse, l'uranium, bref, toutes les ressources qui font que l'État congolais, comme vous le savez, est l'État minier le plus riche au monde. En ce 29 janvier 2025, il n'y a plus sur la terre un seul homme politique capable de se tenir dans un débat en mondovision pour nier le fait que le Rwanda attaque la République démocratique du Congo pour la piller et que le fruit de ce pillage est vendu à l'Union européenne. Et j'espère que vous savez pourquoi personne ne peut le nier. Parce que l'Union européenne a commis la plus grave des erreurs quand on rentre dans une logique de duplicité contre un pays. C'est qu'il ne faut pas formaliser cette duplicité dans un accord accessible au public. L'Union européenne a signé sous les yeux du monde entier l'année passée un partenariat commercial avec le Rwanda. Et les ressources naturelles qui sont citées dans ce partenariat, on ne les trouve pas dans le sous-sol rwandais, mais essentiellement dans le sous-sol de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire que l'Union européenne, représentant une trentaine de pays européens, a accepté de signer un contrat de mercenariat avec le Rwanda. En signant un traité pour l'achat et la commercialisation des ressources du sous-sol congolais avec le Rwanda, l'Union européenne a assumé publiquement le fait qu'elle est la parraine de la déstabilisation du Congo, parce que pour que le Rwanda puisse fournir l'Union européenne en cobalt, en uranium, en diamant, en manganèse et en or, il faut que le Rwanda pille le Congo. Et donc, le traité de coopération signé par l'Union européenne avec le Rwanda est un traité de mercenariat qui fait de l'État rwandais un État, en réalité, qui est un cheval de Troie, qu'on introduit à l'intérieur de la République démocratique du Congo pour la piller afin de mettre à la disposition des partenaires européens les matières premières congolaises arrachées par la guerre. Aujourd'hui, il n'est pas possible à qui que ce soit de porter plainte à qui que ce soit sur la terre pour diffamation sur cette question. Parce que le traité européen est là. Et il a été dénoncé comme tel, y compris par des députés européens. Je vous ai fait écouter ici un député européen qui a fait remarquer que le fait que l'Union européenne ait signé avec le Rwanda un traité de commercialisation des ressources minières qui n'appartiennent pas au Rwanda mais au Congo n'est ni plus
ni moins que le financement de la guerre du Rwanda contre le Congo. Donc, ça, c'est l'évidence scientifique élémentaire. C'est la leçon de base. On ne peut pas faire de politique, on ne peut pas discuter de politique à propos de la tragédie congolaise sans partir de ce fait. Le Rwanda est un État qui est financé par des grandes puissances étrangères à l'Afrique, et notamment de l'Union européenne, en contrepartie du pillage du Congo pour fournir ces grandes puissances en matière première stratégique. Ça, c'est un fait scientifique. Je mets au défi qui que ce soit de me convoquer devant un tribunal de France, d'Europe, de Navarre, des États-Unis. J'irai. Parce que j'ai dit que la guerre du Rwanda contre le Congo, elle est financée par l'Union européenne. Je le dis sur la base des documents européens et des débats de l'Union européenne elle-même. Et comme on dit que le rappel sauve l'âme, bon, je vais retourner à cet extrait. À cet extrait que je vous ai fait écouter, afin que ceux qui ont la mémoire courte se rafraîchissent la mémoire. L'extrait d'un dialogue, eh bien, un dialogue au Parlement. C'était un dialogue au Parlement européen entre précisément les députés. Entre les députés, parce que je vois que certains me demandent est-ce qu'ils peuvent réécouter ce dialogue. Ok, ben je vais vous le retrouver parce que je l'ai publié. C'est un dialogue célèbre. C'est un dialogue célèbre. Je vais vous le faire écouter pour que sur la crise congolaise, on commence vraiment par s'entendre sur les évidences. Parce que si on ne s'entend pas sur les évidences, ce n'est même pas la peine de discuter. Ce n'est pas la peine de discuter si on ne s'entend pas sur les évidences. Alors, un député, j'avais publié cela en disant un député européen accuse l'Union européenne, Rwanda. Je vous retrouve cette vidéo, je l'espère, très rapidement. Voilà. Alors, je crois que j'ai trouvé la vidéo. Maintenant, je vais vous mettre. Vous êtes peut-être au courant de la situation en RDC. Le M23 et les forces armées rwandaises ont lancé une offensive sur Goma, une des villes les plus peuplées de la République démocratique du Congo. Ils la contrôlent presque totalement. Les actions du Rwanda et de... Je vais aller chercher celle que j'avais fait circuler. Voilà, hop. C'est ça, bonjour. Voilà. Je m'exprime en français. Voilà. Vous avez dit tout à l'heure ne pas vouloir vous inscrire dans le modèle chinois de partenariat qui débouche sur des violations de droits fondamentaux. Monsieur le commissaire, je participe à ce principe. Mais dans les faits, la Commission a passé un accord avec le Rwanda pour nous fournir des matériaux dont le Rwanda ne dispose pas. Et du coup, l'armée rwandaise va en RDC chercher ces matériaux-là, ces matières premières. Voilà. Le prix de ça, monsieur le commissaire, c'est des violations des droits humains. Le prix de ça, c'est des crimes de guerre commis par l'armée rwandaise. Le prix de ça, c'est des enfants soldats qui sont utilisés. Monsieur le commissaire, est-ce qu'on va enfin relier les valeurs aux pratiques? Est-ce que vous allez arrêter cet accord avec le Rwanda? Est-ce que vous allez chercher un autre type d'accord avec le Rwanda? Est-ce que enfin vous allez reconnaître que le prix de notre autonomie stratégique, ça ne peut pas être la violation des droits de l'homme, ça ne peut pas être la complicité dans les crimes de guerre? Donc, je ne vous laisserai même pas écouter la réponse du député qui était la réponse du commissaire qui était d'une nullité déconcertante. Je veux seulement encore reprendre la dernière déclaration du même député. Le même député a fait une déclaration ces dernières heures qui peut nous intéresser. Je lui redonne la parole. C'est un homme très courageux qui vraiment... Voilà, je vais prendre maintenant la déclaration du député, le député Thierry Mariani. Thierry Mariani est intervenu lui aussi à l'Union européenne. C'est pour vous montrer que c'est une évidence à l'intérieur de l'Union européenne. Une condamnation à mort est une sentence que notre Parlement ne peut pas accepter. C'est pas ça que je veux. Mais n'oublions pas que la République... C'est pas celle que je veux, c'est une autre
une autre intervention du même député, le député Mounir Satouri. L'homme que vous avez écouté tout à l'heure s'appelle Mounir Satouri. Je lui redonne la parole. Hop. Totalement. Les exactions du Rwanda et de son proxy M23 en RDC sont connues, documentées en 2024. Plusieurs rapports de l'ONU ont été publiés sur le sujet. Les preuves sont là. Le Rwanda responsable de recrutement forcé d'enfants soldats, de massacres de civils, d'utilisation du viol comme arme de guerre et de pillage systématique des ressources de la RDC. Pourtant, en 2024, c'est l'année où la Commission a signé un accord d'entente avec le Rwanda pour importer sur le sol européen des minerais stratégiques auprès du Rwanda. Une grande partie de ces minerais proviennent de la RDC. En novembre, à l'occasion des auditions des commissaires, j'ai demandé au commissaire Sikela s'il comptait suspendre cet accord avec le Rwanda. Il m'a affirmé qu'il n'était pas au courant, mais alors pas du tout, qu'il n'a jamais entendu parler des exactions commises par le Rwanda. In pieces of information I have available are basically saying something different. Rwanda is one of our most prominent partners in Africa. Vu la situation récente à Goma, j'ai donc décidé de lui envoyer une lettre qui a été co-signée par près de 30 députés européens de différents groupes. Nous lui demandons de suspendre l'accord d'entente et d'arrêter les financements des activités militaires de l'armée rwandaise. Je vais lui envoyer les rapports de l'ONU qui documentent le désastre qui se joue sous nos yeux. Ils sont assez épais, vous le voyez, et je vais aller les affranchir pour qu'il le reçoive dans son bureau à Bruxelles. Il ne pourra plus, à partir de la réception de ce document, dire qu'il ne sait pas, qu'il ignore la réalité, que la responsabilité de l'Union européenne n'est pas engagée. Nous avons appris que... Voilà. Très bien. Alors, donc ça, c'est d'abord ce qu'on appelle le fait. Quand le docteur des preuves est au travail, il commence d'abord par vous donner les faits à propos de chaque question qu'il aborde, n'est-ce pas? Personne de ceux qui suivent la présente conférence ne peut dire le Rwanda n'est pas financé par l'Union européenne pour piller le Congo. Personne ne peut le dire. Personne sur la terre ne peut le dire devant les preuves qui sont à votre disposition. Personne ne peut dire les armes que le Rwanda utilise pour ensanglanter le Congo sont fabriquées au Rwanda, sont achetées avec l'argent de la richesse du Rwanda. Ce n'est pas vrai. La richesse du Rwanda ne lui permettrait pas de se procurer le type d'armes sophistiquées avec lesquelles il attaque le Congo. Ce sont les armes qui lui sont fournies par ses parrains occidentaux, le Rwanda. De telle sorte que, de manière très logique, on doit savoir que la guerre que le Rwanda mène contre la République démocratique du Congo est indirectement une guerre au service des intérêts de l'impérialisme occidental. Ça aussi, c'est une vérité scientifique. Voilà la première leçon. Il faut que les Africains apprennent à avoir le courage de servir la vérité. L'ONU même a reconnu que le Rwanda attaque la République démocratique du Congo pour le piller. Alors, quelle est l'explication que le Rwanda, de son côté, le régime rwandais de Kagame a tenté de donner de son intrusion en RDC? L'explication traditionnelle du Rwanda, c'est de dire que des militaires de l'ancien régime Habyarimana, qui a été renversé par la rébellion de Paul Kagame, vivent désormais en République démocratique du Congo et menacent la sécurité du Rwanda. En vérité, ce n'est pas vrai, parce que depuis plusieurs années, la force de l'armée rwandaise est telle qu'on n'a plus noté d'événements militaires contre le Rwanda sur son territoire de la part des anciens membres précisément des forces fidèles au régime Habyarimana. Ce n'est pas vrai. Et jusqu'à ce jour, il n'y a pas eu d'initiative massive d'agression militaire contre le Rwanda partant du territoire congolais. Aucune. Félix Tshisekedi et avant lui Joseph Kabila ont veillé à ne pas permettre une attaque militaire massive à partir de la République démocratique du Congo vers le Rwanda. Ces faits-là se sont raréfiés. On n'en est même plus à la période du génocide dans les années 94 ou même à la période
du régime Kabila où il y avait une certaine fragilité militaire de cette frontière. La frontière rwando-congolaise était en train de devenir une frontière pleinement commerciale. Quand Kagame a décidé d'inventer le M23, de l'envoyer au Congo pour voler, pour piller les richesses du Congo. Donc la thèse rwandaise de l'intrusion dans le territoire congolais à la recherche de la sécurité de sa frontière n'est qu'un alibi, un prétexte. Car on voit très bien que si l'Union européenne est allée jusqu'à signer des traités pour exploiter les richesses du Congo à travers le Rwanda, cela veut bien dire que ce n'est pas pour la sécurité de la frontière nord du Rwanda ou pour la sécurité de la frontière ouest du Rwanda que le Rwanda est entré en République démocratique du Congo. C'est bel et bien pour voler et fournir, en tant que bon receleur, en tant qu'État receleur, fournir, eh bien, ses parrains. Voilà pour ce qui est des faits. Maintenant, il y a d'autres leçons qu'il faut tirer de la crise congolaise. L'une des premières leçons, c'est que sans la fin du soutien au Rwanda et sans des sanctions internationales sévères, y compris des sanctions africaines contre le Rwanda, la République démocratique du Congo risque d'imploser dans une violence incontrôlée sur tout son territoire, avec des conséquences que nul d'entre nous ne peut imaginer. Donc la deuxième leçon qu'il faut tirer, c'est qu'il faut immédiatement désarmer le Rwanda. Il faut immédiatement chasser le Rwanda du territoire congolais si l'on ne veut pas que le Congo implose. Et en implosant, le Congo va déstabiliser toute la sous-région d'Afrique centrale. Parce que si les flots de réfugiés congolais doivent entrer en République centrafricaine, doivent entrer au Congo-Brazzaville, doivent entrer au Cameroun, doivent entrer vers le Tchad, doivent remonter vers le Soudan, doivent entrer vers le Kenya, si le peuple congolais tout entier se met sur les routes, l'Afrique centrale explose. Regardez bien le danger humanitaire et le péril régional que cela comporterait, en plus avec le risque qu'un certain nombre d'épidémies potentiellement pandémiques qui ont été injectées à l'intérieur du territoire congolais, le risque qu'avec cet exode, ces épidémies se répandent d'une manière terrible. Ce risque-là serait celui, en réalité, d'un véritable et immense génocide africain. Par des voies militaires, par des voies sanitaires, par des voies économiques, par des voies de déstabilisation de la sécurité de toutes les frontières. Donc il y a une urgence, d'abord pour les puissances africaines, qui sont les premières concernées. Et je pense ici à l'Afrique du Sud, qui vient pourtant de perdre des soldats, tués par les troupes rwandaises. Je pense ici à l'Angola, qui a une capacité militaire suffisante. Je pense au Zimbabwe. Ce sont des pays qui ont des capacités militaires suffisantes. Il est temps pour eux de prendre à cœur, et bien de proposer une intervention militaire ayant pour but de défaire, je ne dis pas, de défaire le M23 et de défaire le Rwanda. Il faut que le Rwanda perde la guerre qu'il livre contre le Congo. Il faut que Kagame perde la guerre qu'il livre contre le Congo. Il n'y aura jamais la paix pour le Congo tant qu'il y aura Paul Kagame au pouvoir à Kigali. Parce que Paul Kagame a conçu la prospérité du Rwanda sur le pillage du Congo. Et il est important que Kagame perde la guerre, qu'il morde la poussière, et bien du Kivu jusqu'à Kigali. Et c'est la responsabilité première des puissances africaines. Pour moi, ça c'est la deuxième leçon. On ne peut pas laisser Kagame continuer à prospérer dans la déstabilisation sous-régionale. Il existe des armées africaines capables de battre Kagame. L'armée congolaise, telle qu'elle a été construite, telle qu'elle a été structurée, telle qu'elle a été préparée sous les régimes de Joseph Kabila et de Félix Tshisekedi, très clairement, elle n'est pas en capacité. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas été suffisamment préparée à la guerre. Elle n'a pas été suffisamment préparée à l'épreuve. On a tout fait pour que cette armée soit fragile. On a tout fait pour que cette armée ne soit pas capable d'affronter l'armée rwandaise. On a tout fait pour créer un déséquilibre militaire entre les deux armées. Ça a été fait exprès. Parce que pour que l'armée rwandaise puisse entrer en territoire congolais, il faut que l'armée congolaise ne soit pas suffisamment armée. Il faut que l'armée congolaise ne soit pas suffisamment entraînée. Il faut que l'armée congolaise ne soit pas en confiance.
il faut que l'armée congolaise n'ait pas été préparée sérieusement à défendre son territoire. On a veillé à fragiliser la République démocratique du Congo, en interne et en externe, et à renforcer le Rwanda, parce que c'est la condition pour que le pillage et le business continuent. La réponse à ce problème doit venir d'abord de l'Afrique et des grandes puissances africaines qui sont autour de la République démocratique du Congo. Elles doivent entrer au Congo, aller chercher l'armée rwandaise, la battre jusqu'à Kigali, jusqu'à ce que Kagame fuit. Parce que c'est lui le problème. Tant qu'il n'est pas militairement battu, on n'a pas la paix dans les Grands Lacs. Ça, c'est la deuxième leçon. La responsabilité des États africains pour battre le Rwanda. L'armée rwandaise doit être battue. Parce que tant qu'elle n'est pas battue, elle ne laissera pas le Congo en paix. Ça, c'est la deuxième leçon. Il y a une troisième leçon. Et elle s'applique à Félix Tshisekedi, que je n'ai pas appelé par hasard le mollasson Tshisekedi. Incapable de préparer depuis plus de 6 ans qu'il est au pouvoir l'armée congolaise à la lutte de libération de son territoire. Tshisekedi est allé chercher des mercenaires occidentaux, principalement roumains et partiellement français, en tout cas dirigés par un Français. Il est allé les chercher, il les a amenés au Congo, il les a mis au beurre et ils lui ont promis que jamais Goma n'allait tomber. Ils lui ont promis que vraiment le Sud Kivu ou le Nord Kivu, il s'en occupe personnellement. Mais nous avons les images. Dès les premiers combats, à l'approche de la capitale, eh bien, du Kivu, qu'est Goma, les mercenaires recrutés par Tshisekedi se sont tous barrés et ils sont allés se réfugier côté rwandais. Ce sont des images piteuses. Je vous les montre. Je vous les montre avant d'en tirer la leçon que Tshisekedi n'a pas comprise. Une leçon que je lui avais proposée il y a plus d'1 an, quand il a commencé à recruter ces mercenaires. Écoutez, je vais montrer les images. Ce sont des images de l'AFP. C'est l'AFP qui a... Et ces images ont été publiées par plusieurs sources. Il n'y a même pas que l'AFP. Il n'y a même pas que l'AFP qui a publié ces images. Elles sont dans tous les téléphones. Les images de la reddition de tous les mercenaires pratiquement, eh bien occidentaux, qui ont été recrutés, payés à prix d'or, de diamants et tout ce que vous voulez, pour aider l'armée congolaise à combattre, et qui se sont promptement livrés au Rwanda, qui se sont précipités à la frontière rwandaise pour se mettre sous la protection de l'armée rwandaise. Regardez les images. J'ai pu trouver leurs images. C'est intéressant à voir. C'est intéressant à voir parce que c'est là qu'on mesure le degré de lâcheté et de nullité de nos dirigeants. Je vous mets le volume pour que vous voyez le comportement de ces lâches. Les voici. Les voici. Les voici arrivant côté rwandais. On les met en rang. Bon. Donc vous avez bien vu ces mercenaires. Ce sont des images donc des mercenaires occidentaux de Félix Tshisekedi qui normalement étaient supposés tenir la ville de Goma et qui se sont rendus, qui ont déposé les armes au premier coup de feu et ont fui en masse pour aller se réfugier et être protégés par le Rwanda. Ils se sentent plus en sécurité au Rwanda, tout naturellement,
qu'en République démocratique du Congo, puisqu'ils ont trahi leur patron, Tshisekedi, qui les payait à prix d'or de diamants, avec des salaires largement au-dessus de ceux de l'armée congolaise, pour qu'ils viennent aux côtés de l'armée congolaise combattre les terroristes rwandais. Vous voyez ce qui se passe? Or, j'avais dit à Félix Tshisekedi qu'il jouait à un jeu de dupes contre le peuple congolais. Pourquoi? Parce que, comme je l'avais montré, le régime de Kigali et le régime de Kinshasa, le régime de Kagame donc, et le régime de Tshisekedi ont les mêmes parrains impérialistes occidentaux. Par conséquent, prendre des mercenaires occidentaux afin qu'ils t'aident à combattre un proxy de l'Occident, alors que toi-même tu es un proxy de l'Occident, c'est organiser juste une pièce de théâtre. Voici des gros gaillards comme ça, qui ont des allures de soldats, et qui n'ont pas été capables de résister une journée à Goma contre le M23 et l'armée rwandaise. Et qui ont eu spontanément l'idée de déposer leurs armes et de se rendre côté rwandais pour se mettre en sécurité. Révélant par là, en fait, que ce sont des complices de Kagame. Tshisekedi prétendait avoir recruté des mercenaires occidentaux pour aider l'armée congolaise à combattre l'armée rwandaise. On découvre que ces mercenaires ne sont ni plus ni moins que les compagnons de Kagame, qui étaient à l'intérieur de l'armée congolaise. Écrivez ça. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous voyez le degré de misère mentale, de misère intellectuelle qui frappe l'élite qui dirige le Congo? Tshisekedi, il a été prévenu plusieurs fois. Vous ne pouvez pas prendre des mercenaires occidentaux pour combattre un État qui a été armé par l'Occident pour vous combattre. Vous ne pouvez pas le faire. Ce n'est pas possible. On l'a expliqué de 1000 façons possibles à Tshisekedi. Il est allé chercher les mercenaires occidentaux pour combattre Kagame, qui est lui-même un mercenaire occidental. Et voilà que les mercenaires se sont rassemblés ensemble. En plein jour, les images que vous voyez là, ce sont les mercenaires payés par Tshisekedi qui ont refusé de combattre, qui se sont rendus côté rwandais pour être en sécurité. Et si vous regardez bien les images, ils sont même souriants. Ils sont souriants. Ces mercenaires sont souriants, ils sont heureux. Ils ont trahi l'armée congolaise. Des soldats congolais sont tombés et eux, ils se mettent au beurre. Ils passent de l'autre côté tranquille. De toutes les façons, ils n'étaient pas venus mourir, ils étaient venus prendre l'argent du Congo. Alors cela vous permet de faire une différence entre les véritables alliances anticolonialistes et anti-impérialistes qui ont permis à l'Afrique de combattre les puissances coloniales au XXe siècle et les fausses alliances avec des compagnies de mercenaires comme ceux-ci qui, à la première alerte, sauvent leur peau en partant avec la caisse. Est-ce qu'il vous souvient des événements qui ont eu lieu au nord du Mali au mois de juillet 2024? Qu'est-ce qui s'est passé au nord du Mali en juillet 2024? Vous vous souvenez? Fin juillet 2024, l'armée ukrainienne, en association avec Al-Qaïda, en association avec l'État islamique, en association avec l'armée algérienne, avec la complaisance des aventuriers ambigus du Sénégal qui hébergent l'ambassadeur ukrainien qui était impliqué dans l'opération, ils ont mené une attaque sur Tinzawaten contre l'armée malienne qui était en patrouille avec ses alliés des forces armées russes. Est-ce que les alliés des forces armées russes ont choisi de prendre la poudre d'escampette quand ils ont été attaqués en compagnie de leurs camarades de l'armée malienne? Non. Les alliés des forces armées russes ont combattu et des dizaines de soldats russes sont morts aux côtés de leurs camarades d'armes maliens. Voilà comment, entre l'armée malienne et l'armée russe aujourd'hui, il y a un vrai pacte de sang. Parce que les soldats russes qui viennent combattre aux côtés des soldats africains ne sont pas des lâches qui se barrent quand l'ennemi vient en mettant les Africains devant. Ils se battent à leur côté. Regardez le contre-exemple au Kivu. Tshisekedi paye à prix d'or. Il paye à prix d'or. Ces gaillards que vous avez vus fuir à la frontière rwandaise et être accueillis, caressés par les soldats rwandais. Bichonnés par les soldats rwandais comme des enfants de maternelle qui vont en excursion dans un parc. Et là, vous avez la différence. Quand nous disons un peu partout dans le monde d'arrêter de faire aux Africains le chantage russophobe, c'est parce que nous avons étudié l'histoire. Lorsqu'il a fallu que les pays africains qui étaient sous le joug des puissances coloniales occidentales se battent pour se libérer, des soldats russes sont franchement venus
se tenir aux côtés des Africains pour combattre les impérialistes. Les Africains n'ont pas oublié cela. Les Africains n'oublieront jamais le sacrifice de Cuba. Je continuerai à demander à tous les pays africains, dirigés par des authentiques panafricanistes, d'accorder la nationalité cubaine à tout le peuple cubain. Parce que l'armée cubaine est descendue, manu militari en Afrique, se tenir aux côtés des armées d'Angola, du Mozambique, de Guinée-Bissau. Elle s'est tenue aux côtés des armées africaines. Même jusqu'au Congo, des militaires cubains sont venus tenter d'aider Moulele, tenter d'aider les Lumumba, de les organiser. Che Guevara était au Congo. Il était aux côtés des résistants anti-moboutistes au Congo. Voilà des véritables compagnons de lutte anti-impérialiste et anticolonialiste. Rien à voir avec la coopération militaire frelatée qui consiste à toujours mettre les Africains devant et à attendre derrière pour récupérer la gloire et dire qu'on s'est libéré. Alors que c'est la chair à canon africaine qui était devant. Vous avez vu? Ces mercenaires payés par Tshisekedi avaient une occasion extraordinaire pour montrer leur loyauté et leur engagement, leur fidélité à leurs paroles. Comment peut-on imaginer que 4000 militaires rwandais réussissent à submerger une armée congolaise dans laquelle on compte au moins plus de 1000 à 1500 mercenaires, lesquels ont été projetés longtemps avant dans la région du Kivu avec la mission de combattre et d'aider l'armée à combattre. Félix Tshisekedi a-t-il fini de nier les faits, de nier la réalité? A-t-il fini de tourner autour du pot? Ne voit-il pas à quel point son intelligence et sa lâcheté sont maintenant étalées? Son inintelligence et sa lâcheté sont étalées à la face du monde. Tshisekedi ne voit-il pas cela? Donc voilà une leçon. Les véritables alliances qu'il libère sont les alliances sur la base d'une unité idéologique. Quand vous n'avez pas une unité de pensée avec une puissance par rapport à l'ordre du monde, n'acceptez pas son aide militaire. On ne peut pas accepter l'aide militaire d'une puissance qui finance des terroristes pour venir nous aider à combattre le terrorisme. C'est une incongruité. Et c'est ce que Tshisekedi fait. Les militaires là viennent de pays qui financent le Rwanda. Ils viennent de pays de l'Union européenne qui financent le Rwanda, les mercenaires. Mais comment tu peux penser que ces gens-là vont venir risquer leur vie pour combattre un pays qui paye le Congo pour leur pays? Hein? Réfléchissons. Tshisekedi pensait vraiment que ces hommes-là, qui ont des biscottos comme ça, parce que quand ils vont à la salle de sport, ils soulèvent des haltères, ils soulèvent des poids, ils font tout pour que leurs muscles soient saillants, ils mettent des tatouages effrayants. Ils pensaient que ces gars-là viennent en Afrique dans l'espoir de mourir, en acceptant le risque de mourir en Afrique. Ils ne veulent pas mourir en Afrique. Ils veulent prendre le maximum d'argent en Afrique et rentrer faire la Dolce Vita en Europe. Oui! Les mercenaires venus des pays impérialistes, là, ce sont des hommes d'affaires. Alors que les soldats qui viennent de pays qui ont une tradition anti-impérialiste, anti-colonialiste, quand ils viennent aux côtés des Africains, on voit bien la différence. Ils combattent aux côtés des Africains. Ils rentrent dans le feu aux côtés des Africains, comme on l'a vu au nord du Mali, lorsque l'armée malienne et ses alliés russes sont tombés dans un traquenard tendu par les Ukrainiens, Al-Qaïda, l'État islamique, les Algériens et tous leurs proxys de la CEDEAO. Oui! Donc voilà une vérité. Voilà une vérité qu'il faut vraiment noter ici. Et je tenais à la souligner. Enfin, je passe à une dernière vérité. Étudier la structure des communiqués qui sont publiés par les organisations politiques continentales. L'ONU, cette fois-ci, de Guterres, est allée plus loin. L'ONU est allée plus loin que l'Union africaine. L'Union africaine n'ose pas condamner le Rwanda. L'Union africaine n'ose pas demander qu'une force africaine soit mise en place pour déloger le Rwanda du Congo. L'Union africaine est paralysée. Pourquoi? Parce que ceux qui financent l'Union africaine, mais ce ne sont pas d'abord les puissances africaines. Ce sont les mêmes puissances de l'Union européenne qui tiennent l'Union africaine en laisse et qui contraignent l'Union africaine à ne pas prendre une véritable décision de type militaire. Parce qu'il y a une agression militaire. Si l'Union africaine était vraiment une union opérationnelle, elle prendrait une décision de type militaire. Elle donnerait mandat
à l'Afrique du Sud, à l'Angola, au Zimbabwe par exemple, qui sont 3 pays de tradition panafricaniste révolutionnaire, elle leur dirait, l'Union africaine vous autorise à lever des bataillons et à aller défaire l'armée de Kagame. Il faut vaincre Kagame pour que les grands lacs soient en paix. L'Union africaine serait capable de prendre cette décision. Mais oui. Mais pourquoi ne la prend-elle pas? Parce que l'Union africaine n'est pas une organisation populaire. Ce n'est pas une organisation de libération africaine. Ce n'est pas une organisation au service des intérêts africains. Elle se comporte exactement comme la CEDEAO s'est comportée ces dernières années, notamment en Afrique de l'Ouest. Depuis qu'elle a été dévoyée en gardienne d'une pseudo-démocratie que personne ne respecte. Enfin, il y a une dernière leçon que je veux souligner ici. C'est que M. Tshisekedi a mis toute sa diplomatie en branle pour obtenir au final seulement des condamnations verbales de l'agression rwandaise. Certes, on peut dire que le fait que l'opinion internationale condamne verbalement l'agression rwandaise, c'est déjà une victoire médiatique et un début de victoire diplomatique pour la République démocratique du Congo. Mais je fais remarquer à M. Tshisekedi que les condamnations verbales ne se sont jamais traduites dans cette affaire jusqu'ici en action géostratégique, géopolitique, en action sécuritaire et militaire. Aucune sanction n'a été prise ce jour contre le Rwanda. Aucun contrat avec l'Europe, avec les États-Unis, avec la Grande-Bretagne, aucun contrat avec toute cette puissance qu'il envoie piller le Congo n'a été remis en cause. Félix Tshisekedi a donc le choix entre 2 voies. Soit il continue à faire la politique de l'autruche en pensant que les grandes puissances occidentales qui soutiennent le Rwanda vont le soutenir contre le Rwanda. Et tout cela va mal finir puisque le M23 va rentrer à Kinshasa. Soit, en réalité, une partie de l'armée au service des intérêts étrangers va être chargée de le renverser. Donc, il risque un coup d'État, en réalité, néocolonialiste et impérialiste. Soit le M23 rentre à Kinshasa et rallie une partie corrompue de l'armée congolaise pour le renverser. Soit même déjà, à Kinshasa, avec ce que je vois, les événements commencer là, une partie de l'armée fatiguée de lui et peut-être appuyée même de l'extérieur par ses puissances le renverse. Ça, c'est le premier cas. Et le deuxième cas, pour Tshisekedi, c'est l'heure du courage. C'est l'heure d'assumer des actes de libération. C'est de nouer de toute urgence les alliances qu'il faut pour mener la véritable guerre de libération du Congo. Ces alliances, il doit chercher à les nouer fortement avec le Zimbabwe, avec l'Angola, avec l'Afrique du Sud. Il doit chercher à les nouer avec la Chine et la Russie pour mener la lutte de libération. Ça, c'est la deuxième option pour Tshisekedi. Changer complètement sa doctrine géopolitique. Et puis, cette option-là, elle a la faveur du peuple. Vous avez bien vu le comportement du peuple congolais. Le peuple congolais n'est pas du tout agressif envers les représentants de la Russie et de la Chine. Parce que le peuple congolais sait qui soutient le Rwanda contre lui. Le peuple congolais le sait. L'évidence scientifique dont j'ai parlé dans la première partie de mon intervention, elle est dans la rue. Les Congolaises et les Congolais savent que sans l'aide de l'Union européenne, sans le soutien des grandes puissances occidentales, le Rwanda ne serait pas capable de faire la guerre au Congo. Alors, par conséquent, la République démocratique du Congo ne peut pas compter sur l'Occident pour combattre le Rwanda. Elle doit donc changer le système d'alliance. Et si Tshisekedi ne le fait pas, il sera renversé. Il sera d'abord renversé peut-être par un général, un militaire au service des impérialistes occidentaux, mais celui-là aussi finira par être renversé par un militaire révolutionnaire. Parce que le peuple finira par gagner. Des Congolaises et des Congolais qui aiment ce pays finiront par gagner. Parce que cette arnaque qui consiste à payer des mercenaires étrangers, supposés combattre pour protéger Goma, et qui se retrouvent en train de faire ami-ami avec l'armée rwandaise, cette arnaque, Félix Tshisekedi, en fait, elle est de nature à lui valoir un bon procès pour haute trahison. Ce type mérite un procès pour haute trahison. Parce que ce n'est pas faute d'avoir été prévenu. Ce n'est pas faute d'avoir été averti. Tshisekedi a reçu, de par le monde entier, des analyses lui disant qu'il faisait une fausse politique. Une politique mauvaise pour le peuple congolais. Mais la politique qu'il a menée est une politique de vassal, de valet de l'impérialisme occidental. Et s'il continue à la mener, il va y laisser les plumes comme Mobutu.
S'il continue à la mener, il va y laisser les plumes, comme tous les serviteurs, comme les bongos. Il va y laisser des plumes. S'il continue à la mener, il laissera des plumes comme Saddam Hussein. Toute politique qui consiste pour toi à défendre les intérêts des puissances étrangères contre ceux de ton peuple est une politique qui fait de toi, à la fin de ta vie, d'une manière ou d'une autre, un homme rejeté dans les poubelles de l'histoire. Et ça, il faut qu'on le dise clairement à M. Tshisekedi. J'ai vu certaines nouvelles selon lesquelles il envisagerait d'aller prendre des conseils auprès des 3 étoiles polaires de l'Alliance des États du Sahel. Ça, c'est bien. Mais j'ai l'impression qu'il y va trop lentement. Il y va trop lentement. Et que Tshisekedi fait semblant de ne pas savoir qu'il devait le faire depuis longtemps. Ce n'est pas faute d'avoir autour de lui-même des gens qui lui ont dit qu'il fallait s'y mettre, sérieusement. Qu'il fallait accepter de perdre du poids. Parce que parfois, j'ai l'impression que Tshisekedi a un seul problème. Il est angoissé à l'idée de perdre du poids. Il est angoissé à l'idée de ne plus mener une existence bourgeoise. À l'idée de ne plus se déplacer à tout vent en avion. On parle de pratiquement 500 voyages à l'étranger. Qu'est-ce qu'il faut à l'étranger tout le temps, ce monsieur? Avec un pays dans cet état. Qu'est-ce qu'il faut à l'étranger tout le temps? Et quel bon endroit il manque au Congo pour une vraie villégiature de président? Quel bon endroit il manque au Congo? Et puis finalement, si les Congolais devaient être protégés, mais la force de l'ONU, vous avez vu son efficacité face à l'armée rwandaise? Vous avez vu l'efficacité de la force de l'ONU? Elle aussi, elle est présente au Congo pour dire courage, fuyons. Courage, fuyons. Qu'est-ce qu'elle fout? Que fait la MONUSCO au Congo? Puisqu'elle est incapable de combattre l'armée rwandaise, pourquoi occupe-t-elle le sol congolais? C'est pour ces raisons que les Maliens se sont débarrassés de la MINUSMA. Quand ils se sont rendus compte que la présence de la MINUSMA était plutôt nuisible à la paix et à la sécurité du Mali. Quand ils se sont rendus compte que la MINUSMA n'était pas une des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, mais une mission des Nations Unies pour la déstabilisation du Mali. Les Maliens s'en sont débarrassés. Qu'est-ce que le peuple congolais, les autorités congolaises attendent pour demander à l'ONU de quitter leur sol? Donc oui, je peux le dire en un mot comme en 36 000, c'est un changement de doctrine géopolitique et géostratégique qui peut libérer le Congo. Il faut passer des alliances avec le bloc impérialiste aux alliances avec le bloc multipolaire. Il faut passer des alliances avec le bloc néocolonialiste aux alliances avec le bloc panafricaniste révolutionnaire. C'est du côté du bloc panafricaniste révolutionnaire et du côté du bloc du monde multipolaire que se trouvent les victoires africaines qui libèrent. Écrivez ça. Écrivez ça. Je renouvelle ma solidarité. Je réitère ma solidarité au peuple congolais, aujourd'hui martyrisé. Je refuse d'être de ces Africains qui essayent de culpabiliser massivement le peuple congolais comme si nous n'étions pas au courant de tout ce que ce peuple a subi. Tout en encourageant le peuple congolais à poursuivre la noble lutte de sa souveraineté, de sa dignité, de sa prospérité, je tiens à le saluer et à lui dire toute ma compassion, toute mon affection, tout mon respect, tout mon amour. Parce que ce n'est pas facile de survivre à tout ce qu'il a subi. Je salue par cette occasion aussi les forces armées de la République démocratique du Congo qui, dans des conditions extrêmement difficiles, essayent de préserver la stabilité de l'État congolais. On ne peut pas les jeter entièrement comme on jetterait un bébé avec l'eau du bain. Je leur demande, au nom de l'Afrique, au nom du peuple congolais, je leur demande de tenir bon, de faire tout ce qu'elles estiment nécessaire pour rendre au Congo son indépendance et sa souveraineté. Dans des périodes aussi difficiles, la responsabilité incombe premièrement aux militaires. Ceux qui sont à la pointe du risque de mourir ont une responsabilité énorme. Et il est temps que les forces armées de la République démocratique du Congo se fassent respecter. Au Congo comme au Rwanda. Et si Tshisekedi continue à ne pas vouloir accepter la révolution géostratégique, géotactique et géopolitique qui est la condition de la libération du Congo, c'est la responsabilité du peuple congolais
de dire à Tshisekedi de quitter le palais présidentiel. C'est par là que je chute. Si Tshisekedi, après l'épisode de cette nouvelle entrée de l'armée rwandaise dans Goma, continue avec la fausse politique qu'il mène, qui est une politique de valet de l'impérialisme occidental, il faut déposer Tshisekedi. Il faut lui demander de quitter le palais présidentiel, de rentrer à Matongé, boire son champagne avec ses amis. Il faut lui demander de rentrer tranquillement à Bruxelles, de laisser le peuple congolais tranquille, parce que l'affaire du Congo, là, ça le dépasse. Voilà. Et Tshisekedi, il faudra le surveiller dans ses déclarations dans les prochaines heures. Parce que ce monsieur-là, pour se faire élire récemment, il a osé dire la chose suivante. Je n'ai jamais oublié ce qu'il a dit. Écoutez cette vidéo de Tshisekedi. Écoutez ça. Voici ce que Tshisekedi a osé dire aux Congolais pour se faire élire lors de la dernière élection. Qu'est-ce qu'il a dit? Je commence la guerre contre le Rwanda. Je vous le dis ici, beau de retenir en haut. Si ça se fait demain, attendez. Je commence la guerre contre le Rwanda. Je vous le dis ici. Non, attendez. On va bien voir ce rigolo, ce qu'il disait. Donc si ils ont... Voilà. Je commence la guerre contre le Rwanda. Je vous le dis ici, beau de retenir en haut. Si ça se fait demain. Non, recommencez, monsieur. Ça se fait demain. Oui. C'est ça le malheur. Donc si ils osent faire ça demain, mercredi, pendant que les Congolais seront en train d'aller voter, la Chambre sera réunie en congrès. Les deux chambres seront réunies en congrès pour me donner cette autorisation. Et jeudi, je fais feu. Et aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'envoyer des troupes au sol au Rwanda. De chez nous, nous pouvons atteindre Kigali. La moindre escarmouche. Lisez sur mes lèvres. Je vais réunir les deux chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution, et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Je le dis et je pèse mes mots. Les Congolais, n'ayez peur de rien. Nous avons aujourd'hui les capacités de mettre cet individu hors d'état de nuire. Tshisekedi, il faudra le surveiller dans ses déclarations, dans les prochains. Vous avez vu comment ce type-là a menti à son peuple? Quand il voulait se faire élire, il a dit que la question rwandaise serait militairement réglée en un temps record et qu'il mettrait Paul Kagame hors d'état de nuit. Kagame qui nuit. Où est Tshisekedi? Où sont passées les promesses de Tshisekedi? Est-ce qu'on a le droit de mentir comme ça à un peuple? Est-ce que c'est normal? Vous trouvez ça normal? Je ne trouve pas ça normal. C'était en 2024. Tshisekedi a menti, tout le monde l'a vu. 2024 ou 2023. Il a menti, tout le monde l'a vu. Dès que je fais ceci. Dès que je fais ceci. Voilà le dès que là qui est arrivé. Tshisekedi. On fait comment? Les Congolais font comment? Les femmes et les enfants sont dehors, sous la pluie, sous la grêle, sous les éclairs, sous la foudre, livrés aux moustiques, livrés au viol, livrés à la brutalité des terroristes rwandais. Tshisekedi, où est passée votre promesse de rendre à votre peuple sa dignité, sa sécurité, sa paix, l'intégrité de son territoire? Vous devez démissionner, monsieur. Cette affaire vous dépasse. Vous devez démissionner. Le dernier grand service que vous puissiez rendre au peuple congolais, Tshisekedi, c'est de rendre le tablier. Si vous étiez un homme sensé, si vous avez encore une once de dignité en vous, vous devez vous présenter devant le peuple congolais et dire « J'ai failli à mes engagements, je me retire par conséquent pour permettre à d'autres Congolais, eh bien, de mener la lutte de libération de notre pays. » Mais je crains que la dignité ne soit pas quelque chose qui vous soit assez proche. Le courage de reconnaître que vous n'êtes pas à la hauteur de la situation ne semble pas effleurer votre esprit. Et voilà pourquoi notre peuple est en train de mourir. Mais c'est la responsabilité du peuple congolais, c'est la responsabilité de l'armée congolaise de prendre leurs responsabilités dans cette affaire. C'est la responsabilité des puissances africaines, d'abord d'Afrique australe, d'Afrique centrale et par extension de toute l'Union africaine, de mettre fin à ce génocide qui se poursuit sous nos yeux depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années.